Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. Vous le savez, sur Rideau Rouge, on aime parler de démocratie. Et aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle, puisque je reçois une invitée connue à la fois pour ses recherches théoriques sur le sujet, mais aussi pour son expérience et son vécu. À mon micro, Clara Egger, professeure en relations internationales à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Ses travaux portent sur la démocratisation de la politique internationale, les politiques de gestion de crise et leur impact, ainsi que la violence politique. Elle a écrit en 2019, avec Raoul Magny-Berton, professeur de sciences politiques à Grenoble, le livre RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, qui synthétise les résultats de leurs recherches sur le RIC dans le monde entier et présente leurs propositions de réforme constitutionnelle pour la France par le RIC constituant. En 2022, Clara a accepté le défi de se présenter à la présidence de la République pour porter ce projet. Clara Egger, bonjour, bienvenue sur Rideau Rouge. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin pour discuter de démocratie, un sujet qui me passionne et dont je sais que vous êtes aussi une fervente défenseur. Merci Alex, bonjour à tous et ravie d'être là, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Clara, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pourriez raconter un événement heureux auquel vous pensez souvent ? Ah, ça c'est facile. Je pense que l'événement heureux auquel je pense le plus souvent, c'est la naissance de ma fille, qui a maintenant 7 ans. Et puis voilà, quand plus ça grandit, plus on se rappelle comment tout cela a commencé. C'était un événement très heureux. Ouais. Alors Clara, on vous connaît pour votre candidature à l'élection présidentielle de 2022. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser au RIC? Et déjà, est-ce que vous pourriez nous dire, pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui découvriraient ce que c'est que le RIC? Alors, peut-être pour préciser, en 2022, donc moi j'ai été candidate citoyenne à la candidature. Pourquoi? Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais en fait en France, on a un système qui est assez unique, puisque pour pouvoir être candidat à la présidentielle, il faut réunir 500 parrainages d'élus. On a des pays, par exemple, où ce sont des parrainages citoyens, donc c'est quand même un filtre important. Et donc, avec ce collectif que je représentais, qui s'appelait Espoir RIC, on a obtenu 36 parrainages. Donc, on a été candidat à la candidature, mais pas à l'élection en tant que telle. Donc, le RIC, en fait, référendum d'initiative citoyenne, c'est un mot qui est devenu très visible pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui est connu aussi chez nos voisins suisses comme le référendum d'initiative populaire. Et c'est une idée très très simple, c'est l'idée d'élargir deux droits. Le droit de faire des propositions de loi, donc aujourd'hui qui sont en fait un petit nombre de personnes l'ont en France, hein, c'est le gouvernement et les parlementaires ont le droit de proposer des lois. Donc là, c'est l'idée d'élargir ce droit-là et d'élargir aussi le droit de voter les lois directement à l'ensemble des citoyens. Donc si le RIC était en place, si vous voulez, Alex, vous pourriez, alors je ne sais pas s'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement ou... La culture, le droit Voilà. des artistes, le financement Voilà. de la culture notamment. Voilà, donc vous pourriez, par exemple, soumettre à référendum une proposition de loi visant à modifier le financement de la culture directement. Donc pour cela, en fait, c'est en deux étapes. D'abord, les citoyens rédigent un projet de loi. Ils récoltent un certain nombre de signatures. Nous, dans notre proposition, c'était 700 000 pour des modifications constitutionnelles. Et ensuite, automatiquement, cette loi est soumise à référendum. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au RIC. En fait, si je rembobine un peu, moi, j'ai d'abord été très active sur plusieurs causes, mais qui avaient tout en commun d'essayer de renforcer le pouvoir qu'ont les gens sur leur vie. C'est-à-dire qu'on puisse décider de plus de choses. Et à mesure que je faisais ça, je me rendais compte en fait que, en tant que citoyen en France, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, quoi. On peut faire très peu. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait dans d'autres pays, notamment parce que après mon doctorat, je suis allée m'installer en Suisse. Et là, j'ai vu qu'en Suisse, en fait, les citoyens ont le droit de voter la loi directement. Et ils sont toujours très surpris quand on leur dit, bah, voilà, vous avez élu un président de la République et qu'est-ce que vous faites si ça se passe mal?
Et ben, nous, on dit, bah, on va dans la rue, on manifeste. Et souvent, les Suisses disent, ah bah, nous, si on n'avait pas le référendum d'initiative citoyenne, on serait dans la rue tous les jours. Ça les surprend, en fait, de voir qu'il n'y a pas de moyen entre deux élections de prendre des décisions. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée au RIC. Et puis, je dirais, la personne qui a un peu apporté une connaissance un peu plus académique sur ce sujet, c'était mon compagnon et mon compagnon de route aussi, qui s'appelle Raoul Maniberton, et qui lui avait déjà travaillé sur la démocratie directe. Donc il y a eu une double rencontre, une rencontre avec un pays, la Suisse, et une rencontre avec mon compagnon qui lui avait déjà beaucoup de bagages intellectuels sur ce sujet. Pour autant, le RIC, c'est pas forcément suffisant. Je vais prendre un cas concret. Vous parlez de la Suisse. J'ai reçu il y a quelque temps Rémi Watremès, que je pense vous connaissez de la chaîne Juste Milieu. Mhm. Et donc lui, il vit en Suisse et il a fait l'expérience en fait pendant la crise sanitaire, notamment de se retrouver confiné parce que la population l'avait voulu. Et donc en fait, peut-être que le RIC n'est pas suffisant pour ramener de la démocratie. Peut-être qu'il y a aussi un travail d'éducation populaire à faire. La question est donc comment est-ce que vous envisagez en fait cette passerelle entre le fait d'avoir du pouvoir et la façon dont on va pouvoir utiliser ce pouvoir à des fins qui vont dans le sens du peuple plus que d'une élite. Alors, c'est un bon exemple, je crois, ce qui s'est passé pendant le Covid, parce que, en fait, les Suisses qui avaient le référendum d'initiative citoyenne ont voté quand même 3 fois sur la loi Covid et ont connu des mesures qui sont bien moins contraignantes que les nôtres. Quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que la France a le record en Europe pendant la pandémie de Covid-19, a le record du nombre de jours sous état d'urgence. 861 jours, c'est énorme. C'est plus que la Hongrie. On parle beaucoup de la Hongrie. Nous, on a le record, triste record européen. Donc, on a connu des mesures très dures et la Suisse a eu des mesures beaucoup moins contraignantes que les nôtres, déjà beaucoup adoptées au niveau cantonal, c'est-à-dire les cantons ont pu choisir les mesures qu'ils voulaient mettre en place et les Suisses ont pu voter. Sur le lien entre éducation et démocratie, je pense que quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que de tout temps dans l'histoire, quand il y a eu des mouvements qui ont voulu élargir des droits, alors par le passé, il y a eu l'élargissement du droit d'élire aux femmes où le droit d'élire passait d'un suffrage censitaire où les propriétaires avaient le droit de voter à tout un chacun. Il y a eu toujours cette dire, mais il faut d'abord éduquer les gens, sinon ça va faire des mesures terribles, etc. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que la meilleure façon pour que les gens s'éduquent, notamment sur des questions démocratiques, c'est qu'ils décident. En fait, quand vous décidez de rien, vous n'avez aucun intérêt à consulter de l'information. On s'en rend bien compte aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de projets de loi qui sont votés régulièrement et dont on ne sait rien parce qu'en fait, on n'a aucun moyen de les influencer. Donc, je pense qu'il faut se méfier des discours qui conditionnent l'accès à un droit à autre chose. En fait, quand il y a une meilleure démocratie, il y a aussi une meilleure éducation. Et je pense que l'exemple quand même des Suisses pendant le Covid, euh, ne dit pas forcément, en fait, c'est pas parce que souvent on a cette tendance à dire ah, quand les gens ne votent pas comme nous, c'est qu'ils ont tort. Bon, mais en fait, ça a reflété l'accord de la population suisse à un moment donné, mais eux, contrairement à nous, ont eu la possibilité de voter très régulièrement sur ce sujet. Nous, on n'a pas pu le faire. Oui. Ah oui. Est-ce que vous aviez suivi la candidature de Charlotte Marchandise en 2017? Est-ce que ça vous a inspiré pour, je sais pas si vous connaissiez la primaire.org et le travail qui Ouais. avait été fait de Mm, faire émerger comme ça une candidature citoyenne? mm. Moi, j'avais bien discuté avec, on a été en lien beaucoup avec Charlotte Marchandise dans cette campagne. Elle s'était engagée aussi sur la question du RIC. Initialement, elle était un peu froide et puis je crois qu'elle a été convaincue en fait par le discours sur le fait qu'il faut élargir des droits. Il y a plusieurs vidéos où on a pu échanger ensemble. Moi, c'est pas vraiment ça qui m'a inspirée parce que je trouve que ce qui a vraiment plutôt motivé mon engagement, c'était l'idée de dire il faut vraiment utiliser tous les moments possibles pour non seulement parler du référendum d'initiative citoyenne, bon, c'est plus trop la peine de le faire connaître puisque, en fait, il y a une très grande majorité des Français, en fait, trois quarts, 73% des gens soutiennent euh, le référendum d'initiative citoyenne, notamment en matière constitutionnelle. L'enjeu, c'est de montrer que ça peut être possible, quoi. Donc, l'idée de l'élection, c'était d'utiliser la séquence électorale pour montrer que d'autres projets politiques étaient possibles et qu'on n'était pas contraint d'avoir toujours les mêmes candidats et toujours les mêmes, un peu ce que j'appelais des présidents Père Noël qui arrivent avec plein de promesses qui ne tiendront pas.
Oui. Alors, on va remonter encore plus loin dans le temps pour creuser cette question de la présidentielle. Est-ce que vous aviez étudié un petit peu la candidature de Coluche? Et si oui, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'était sérieux, pas sérieux? Est-ce que ça aurait pu permettre, selon vous, un bouleversement des codes politiques à l'époque? Toute candidature, moi je considère que toute candidature à la présidentielle, l'argument de dire que certaines candidatures sont plus sérieuses que d'autres, je le trouve un peu embêtant, d'autant que si vous regardez bien quelque chose, nous on avait défendu pendant la campagne présidentielle l'idée de faire campagne sur ce qu'est les fonctions du président. Et vous le savez peut-être pas, enfin on l'a un peu oublié dans notre pays, mais le président de la République en France, c'est pas censé gouverner. C'est le Premier ministre qui est censé gouverner. Le président de la République, c'est un arbitre, c'est quelqu'un qui représente l'intégralité de la nation, qui est au-dessus des partis, mais ses pouvoirs qu'on appelle propres sont limités, même si on a l'impression qu'ils sont très forts. Euh, ils sont limités parce que sur plein de sujets, et on le voit dans les situations dites cohabitation, il y a en fait, quand le Premier ministre n'est pas du même bord politique, on se rend compte que le président est beaucoup plus effacé et beaucoup plus populaire parce que justement est effacé. Donc pour moi, tous les candidats qui se présentent en disant bah si je suis président, je ferai ci, je ferai ça, qui ont des programmes de politique générale, ils sont déjà pas sérieux en eux-mêmes. Ils ont même pas, ils se présentent à une fonction, ils ne connaissent même pas les paramètres de cette fonction, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Et souvent, quand vous les questionnez là-dessus, et c'est ce qu'on a fait avec Espoiric, l'idée c'était aussi de mettre voilà les candidats face à leurs contradictions. Ils disent oui, bien sûr que ça on pourra pas le faire, mais bon, c'est ce qu'aiment bien les Français. Les Français, ils aiment bien qu'une fois tous les 5 ans on les fasse rêver. Bon, pour moi ça c'est typique d'une candidature qui est absolument pas sérieuse et assez méprisante pour les citoyens que nous sommes. Du coup, est-ce que dans vos propositions, il y aurait le potentiel passage à une sixième république ou est-ce que ça viendrait potentiellement d'un RIC justement et ce serait quelque chose qui pourrait être discuté ensemble? Parce que dans tous les cas, j'ai la sensation, moi, en tant que citoyen, que la Constitution, elle est faite, bah, elle a été faite sur mesure pour De Gaulle, hein, pour faire émerger comme ça une figure de pouvoir, quelqu'un de charismatique. C'est ce que De Gaulle voulait quand il est revenu au pouvoir en 58 et c'est ce qui est resté et qui nous a donné petit à petit un Macron, quoi, parce qu'il est pas arrivé de rien, hein, ce personnage-là. Et du coup, quelque part, j'ai l'impression que c'est corrélé aussi à cette constitution qui nous handicape et qui ne nous permet pas d'aller plus loin dans de la démocratie. Nous, c'est pour ça. Alors, faut faire attention parce que on en a dit beaucoup de choses sur la Constitution de 1958. En fait, une des choses que De Gaulle voulait faire, c'était d'avoir quand même une série de moyens de dépasser le Parlement. Donc, il y avait le 49-3, il y avait de prendre des décisions vite avec cette perception que la quatrième République, c'était le bazar, c'était le parlementarisme, alors que beaucoup de nos voisins qui fonctionnent d'ailleurs très bien, comme les Pays-Bas, l'Italie, ont des régimes parlementaires. Donc c'était un peu l'idée de ça. C'est pas par des modifications constitutionnelles marquées que le régime est devenu très autoritaire. En fait, moi, c'est par une série de petites décisions qu'on n'a pas forcément perçues comme gravissimes. Par exemple, une qu'on connaît assez peu, c'est la loi de financement des partis politiques qui a été changée dans les années 90 et qui a permis à des partis sans militants aucun d'arriver au pouvoir parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les financements des partis politiques sont basés sur leurs scores électoraux et pas sur leur nombre de militants. En Allemagne, par exemple, c'est sur le nombre de militants. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en France, les partis politiques ne répondent plus du tout aux souhaits de leurs militants. C'est des machines à conquérir le pouvoir. Et voilà, quand vous êtes militant, on vous dit, bon, ah oui, super, bon, tu vas te mettre dans un coin et tu vas attendre. En Allemagne, on ne peut pas faire ça parce que si les militants s'en vont, bah, vous n'avez plus de financement électoraux, donc ça aligne un petit peu plus. Donc, il y a plein de petites mesures comme ça qui ont décalé cela. Nous, ce qu'on défend sur la question de... On est d'accord sur le fait qu'il faut reprendre le contrôle sur la Constitution parce que c'est un texte très, très important. C'est celui qui dicte les règles du jeu politique et qui décide qui est le souverain. Et aujourd'hui, le souverain, eh bien, c'est ceux qui peuvent modifier la Constitution, c'est-à-dire les parlementaires, les élus. Nous ne sommes pas souverains, nous n'avons pas la main sur la Constitution, on n'a pas le dernier mot sur les décisions les plus importantes. Et il y a deux types d'approches. Il y a ceux qui défendent l'idée qu'il faut tout remettre à plat. Il faut faire une nouvelle constitution avec une constituante, etc. Et puis, il y a ceux dont je suis qui pensent qu'il faut déverrouiller la constitution et la changer par touche pour avoir des discussions qui soient plus claires, parce que comme ça, on discute d'un sujet à la fois,
et surtout plus collégial, parce que le problème de passer d'une sixième république, c'est qui va décider du texte. En fait, c'est un petit nombre de personnes, c'est pas nécessairement vous et moi. Enfin, si vous, Alex, vous finissez dans la commission, super, mais moi, si je suis pas dedans, j'ai plus le droit d'initier des changements constitutionnels. Et avec le RIC constituant, l'idée, c'est vraiment que chacun d'entre nous, parce que il y a souveraineté populaire, on a le droit permanent de changer la Constitution. Qu'on siège dans une assemblée ou pas. Et moi, je trouve que c'est une proposition qui est beaucoup plus radicale, beaucoup plus démocrate et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, ça, on va pas tout changer tout de suite, mais en tout cas, chacun de nous aura la possibilité de faire les changements qu'il souhaite. Ce qui est intéressant dans ce qu'on dit là, et ça rejoint ce qu'on disait aussi au début de l'entretien, en fait, c'est le sens dans lequel on fait les choses. C'est est-ce que d'abord on éduque les gens ou est-ce que d'abord on leur donne du pouvoir? Et là, on en revient un petit peu à ça. Alors, il y a une question que je me pose et c'est un sujet que vous aviez déjà abordé, que je vous ai déjà entendu aborder dans une précédente interview, c'est la question du temps. Je vous ai entendu dire, je crois que c'était chez Lucide, qu'il faut aller voir les gens un par un. Sauf qu'en fait, quand on va voir les gens, ça demande du temps. Et on sait qu'on est dans une société, bah voilà, dans un système néolibéral où tout va de plus en plus vite, où en fait on n'a pas le temps de la démocratie. Et si on veut aller discuter avec des gens dans la rue, si on veut prendre ce temps-là, c'est compliqué. Et donc je me demande si le changement de système, il est pas nécessaire pour que puisse advenir autre chose en fait. Est-ce que ce RIC concrètement, est-ce que on aurait les moyens de le faire advenir maintenant? Est-ce que les gens prendraient le temps de s'intéresser à ça? Est-ce qu'il faut pas, enfin voilà, est-ce que d'abord il faut pas tout remettre à plat? Et si oui, comment? Ben, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Le RIC, il n'y a pas d'autres mesures, il faut être clair, hein. Il n'y a pas d'autres mesures que le RIC constituant qui soient à la fois aussi populaires. En fait, je ne connais pas d'autres mesures qui soutiennent même le passage à la sixième République. On avait même fait il y a même eu un sondage qui disait est-ce que vous préférez la constituante ou le RIC constituant? Le RIC constituant est majoritaire. Donc, il n'y a pas plus populaire. Les gens, si vous voulez, ils le veulent. La question, c'est qu'ils disent comment, ce que vous dites, quoi. Comment on peut l'obtenir? Et l'autre chose, l'autre atout, c'est que c'est une mesure dont on sait très, 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 très bien qu'elle change la donne. Elle change tout, quoi. Le changement de système, il suffit d'un petit changement pour que tout soit remis à plat. Et ça, on a plein d'exemples. Plein de pays, par exemple, qui ont, via référendum d'initiative citoyenne constituant, limité le mandat de leurs élus, plein de choses qui n'étaient pas possibles, mais mise en place la proportionnelle, limiter les rémunérations, tous ces sujets dont on parle aujourd'hui, limiter les affaires, sont possibles en changement une seule mesure qui, en plus, pour le coup, peut être un des avantages de notre constitution si on compare à d'autres pays comme les Pays-Bas, la Norvège, qui ont des constitutions très, très dures à changer, c'est que la nôtre est assez facile à changer. Nous, on a vraiment, avec Espoiry, expliqué toutes les étapes qu'un président démocrate pourrait suivre pour mettre en place le RIC constituant. Donc, j'ai envie de dire, c'est important que ce diagnostic qu'aujourd'hui, ce qui nous manque dans notre pays, c'est le pouvoir. Et que quand on a le pouvoir, on peut mettre en place toutes les mesures qui nous tiennent à cœur dans le champ de la culture pour vous, dans le champ de l'éducation pour certains, de l'écologie. C'est d'arriver à s'unir parce que on est très majoritaire. On s'en rend pas compte parce qu'on ne parle pas du RIC constituant et l'idée c'est aussi de ça, hein, c'est de dire n'en parlons pas. C'est très très dur pour un média ou un élu de se dire non démocrate. D'être contre le RIC constituant, c'est compliqué intellectuellement parce qu'en fait vous leur dites en fait vous êtes contre le fait que les citoyens contre la souveraineté populaire. Donc la réaction c'est de surtout pas en parler pour donner l'impression que c'est minoritaire. Donc il faut se rappeler que c'est majoritaire, que ce changement beaucoup de gens veulent le voir advenir. Et puis surtout, vous disiez, on parle de politique tout le temps. En fait, ce que j'ai aimé le plus dans la campagne à la candidature, c'était que souvent j'allais rencontrer des gens sur les marchés, on faisait des événements, et les gens disaient non, non, moi j'aime pas parler de politique. Et la minute d'après, ils avaient des propositions très concrètes hein, sur l'agriculture, c'est-à-dire, on veut pas parler de politique politicienne, des partis politiques, ça on veut pas. Moi je suis d'accord, moi non plus je veux pas. Mais par contre, on veut parler de comment améliorer notre vie. Et on a plein d'idées pour le faire. Donc, on parle déjà de politique hors des lieux communs. Quand on va chercher son pain le matin, il y a plein d'endroits où on se rencontre et où la politique est là, quoi.
Pour revenir un petit peu à Coluche, là où je trouvais qu'il avait fait un travail intéressant, c'est qu'il a essayé de fédérer les marginaux. Est-ce que en sous-main, ce serait pas un travail à faire, ça, de commencer par s'unir, bah voilà, avec toutes les personnes en fait qui sont un petit peu en dehors de la société, qui rentrent pas dans ce moule, dans ce cadre, et essayer en fait de commencer à faire contre-société ensemble. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de jouable selon vous? Oui, je pense que bah, comme je vous disais, après ça veut dire ça dépend ce que ça veut dire faire contre-société. Je pense qu'aujourd'hui notre pouvoir s'est tellement amoindri que c'est très compliqué de dire bon bah on va mettre en place de notre côté quelque chose de complètement différent. En fait, euh, l'État a tellement de pouvoir que c'est facile de casser des dynamiques. Ou alors il faut être très nombreux et puis faut être un héros en fait pour résister parce qu'on l'a vu, la répression policière est importante, c'est de plus en plus difficile de créer des espaces. Donc je pense que c'est important de s'unir selon moi sur la maîtrise des règles du jeu, sur le fait de dire unissons-nous sur quelque chose, une mesure qui est très populaire, on s'engagera ensuite sur autre chose. Et essayons effectivement de tous les sans voix, les sans pouvoir, ceux qui n'ont rien, de s'unir. Et voilà ce qu'on essaye de faire avec Espoir RIC et d'autres mouvements qui militent pour le référendum d'initiative citoyenne constituant, bah, c'est de créer ces espaces-là, ces liens, comme je disais, non seulement en France, mais aussi avec d'autres dans d'autres pays qui vivent les mêmes réalités, parce qu'ensemble, on est plus fort et on se nourrit aussi des expériences des uns et des autres. Est-ce que vous connaissez le Parti Pirate? Je les ai reçus Oui. il y a quelques temps ici et pour le coup, je trouve qu'ils font un travail intéressant aussi sur tout ce qui est initiative démocratique. Oui, alors nous, on les avait aussi contactés sur la question du référendum d'initiative citoyenne. Je crois qu'ils n'ont pas fait de proposition très précise sur ce plan. Moi, je connais très bien, comme je travaille aux Pays-Bas, je connais très bien le Parti pirate néerlandais, qui lui, pour le coup, est un grand soutien à la démocratie directe aux Pays-Bas et a été très actif là-dessus. Mais ouais, c'est l'exemple, je crois, de parti. Alors moi, je trouve que le Parti pirate, sur les questions notamment de citoyenneté numérique, du fait qu'Internet appartienne à tous, a été en fait majeur là-dessus et nous a permis de mieux comprendre ces enjeux. J'aimerais les voir s'engager un peu plus sur la question du RIC constituant, ce seraient des alliés formidables. Je vais parler d'un autre invité que j'ai reçu il y a quelques temps et dont les propositions étaient intéressantes, c'est Antoine Zeroudi. Antoine Zeroudi, lui, il a réalisé un documentaire qui s'appelle Point de bascule, qui était un documentaire en fait sur les municipales de 2020. Et donc il s'est retrouvé candidat aux municipales par la force des choses. Et donc il s'est retrouvé aussi dans une petite commune dans laquelle c'était les citoyens qui votaient le candidat qui votaient pour le candidat qui voulait à la présidentielle. C'est-à-dire qu'en fait le maire devait se référer en fait au vote de ses administrés pour savoir à qui il allait donner son pouvoir pour la présidentielle. Est-ce que ça, c'est des petites choses que déjà on pourrait peut-être commencer à mettre en place dans les communes? Là, notamment, il y a les municipales de 2026 qui approchent. Est-ce que ça pourrait être aussi un moyen de reprendre du pouvoir direct, d'aller au municipal, de commencer à reprendre des communes comme ça, et puis bah petit à petit, du coup, de remonter les échelons, du coup, en faisant un vote citoyen pour la présidentielle de 2027? Même au-delà de ça, moi je pense que alors les élections municipales de 2026, elles vont être très importantes parce que bon, je ne sais pas si vous avez une idée, je vous parlais des parrainages, du nombre de maires qui s'abstiennent de donner leur parrainage, qui disent non, je le ferai pas. Je sais pas du tout. Il y en a tant que ça? C'est sur 80%. C'est-à-dire on a un taux d'abstention. On parle souvent de l'abstention des Français en disant mais c'est pas possible, ils ne votent pas, c'est terrible. En fait, le taux d'abstention de nos parlementaires et de nos maires est très faible. En fait, est très haut, pardon. Ils veulent pas soutenir de candidats. Donc, je pense que, en plus, quand vous êtes un petit candidat, c'est-à-dire un candidat qui n'a pas de gros parti politique, pas de gros médias, pas beaucoup de financement, vous allez souvent chercher vos parrainages 2 ans à l'avance. En 2026, ce sera pas possible parce qu'on n'aura qu'un an entre les municipales et la présidentielle. Moi, j'espère vraiment, on est en train aussi de travailler avec ça au sein d'Espoirie, l'idée de créer un mouvement municipal de personnes qui s'engagent à voilà, reprendre leur commune, notamment dans les communes rurales, il y a des coups à jouer. C'est pas nécessairement facile d'être maire de commune rurale, mais qui s'engagent sur le fait de ce que vous disiez, quoi, reprenons le pouvoir, mais qui s'arrête pas, je dirais, au parrainage, quoi, qui vraiment soutient derrière un candidat qui soit véritablement démocrate et qui débloque cette constitution avec le RIC constituant. Nous, on a eu, d'ailleurs, parmi nos parrains, beaucoup de maires qui ont suivi la procédure que vous disiez, c'est-à-dire qu'on fait un référendum dans leur commune pour savoir à qui
allez le parrainage. Bon, bah voilà, c'est une bonne façon aussi de rendre ce processus plus démocratique et plus transparent. Alors justement, les communes rurales, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce qu'en fait, les communes, ce sont des communes qui ont très peu de budget. Moi, je vis dans une commune rurale, hein, donc je parle en connaissance de cause. Et puis, Vous vivez où? enfin, du coup, je suis entre les Yvelines et l'Eure-et-Loir, dans D'accord. un petit village qui s'appelle Émancé, 900 Mhm. habitants. Donc avec des règles qui sont très différentes aussi au municipal, hein. Je sais pas si vous le savez, mais dans les communes de moins de 1000 habitants, on ne vote pas pour une liste, on Ouais. vote pour des candidats séparés. Donc moi j'ai été candidat aux dernières municipales sur la liste adverse en l'occurrence, Mhm. et bon, on s'est fait recaler au premier tour, mais peu importe. Mais du coup ce que je voulais dire, oui, c'est que dans les communes rurales, finalement, on a très très peu de pouvoir parce que déjà bah, il y a peu de budget, donc ça veut dire on a peu de marge de manœuvre sur les décisions qu'on prend. Et ce que me dit souvent la maire du village, la maire actuelle, c'est qu'en fait, bah, ça se résume beaucoup à des situations bah, où il n'y a pas tellement besoin de démocratie, quoi. En fait, c'est-à-dire que ça va être des situations de est-ce qu'il faut refaire la route, oui ou non. En fait, c'est pas des choses. C'est-à-dire que ce qu'elle me dit, c'est que très souvent les gens qui veulent s'engager dans les petites communes s'engagent avec une vision de on va tout décider tous ensemble, etc. Et qu'en fait, on se retrouve à faire beaucoup d'administratif, mais de l'administratif très formel, remplir un dossier pour aller boucher les trous dans la rue, je sais pas où, etc. Et que du coup, en fait, c'est assez ennuyeux et que bah, finalement, les citoyens se désintéressent aussi de ça parce que la vie de la commune, en fait, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et comment est-ce que Non, du coup, on maintient ouais. ça? Alors, je pense que ce que vous pointez, c'est pas tellement il y a des lourdeurs administratives. Et vous avez quand même une chance dans la petite commune où vous habitez. Moi, je viens d'une petite commune d'Ardèche, c'est que vous êtes proche de Paris. Et ça change, hein. Les kilomètres de proximité de Paris changent votre poids dans la politique nationale, ça c'est évident. En fait, ce que ça reflète, et c'est vrai, c'est que en fait, en France, les communes décident de très très peu et décident de moins en moins. Notamment parce qu'il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées à des communautés de communes et que les contours des communautés de communes, je ne sais pas si vous savez, mais avant, les communautés de communes se créaient par projet commun. Donc les villes pouvaient se mettre ensemble, les villes et les villages, et dire, ben, on a, je sais pas, on a un projet de territoire commun, on va former une communauté de communes. Maintenant, c'est décidé par le haut. Et en fait, souvent, une grande ville pilote tout et les petites communes, elles essayent de ramasser ce qu'elles peuvent ramasser. Donc, effectivement, moi, souvent, quand on m'oppose en me disant, ouais, mais il faut commencer par le local, mettons le RIC local et après on ira au RIC national, c'est qu'en fait, si vous avez le RIC local, vous allez décider, moi, j'ai étudié à Grenoble, il y avait un RIC local, vous pouvez décider de rien. Vous pouvez décider, est-ce que les pots de fleurs étaient plutôt à gauche ou à droite de l'avenue Jean Jaurès? Parce que les compétences des communes sont très, très faibles. Et c'est pour ça que, effectivement, si les gens s'engagent en disant par le local, on peut tout changer, bah, ça va être une belle douche froide. Parce qu'en fait, en France, par le local, on peut rien changer. C'est très, très verrouillé. Et on peut se retrouver dans une situation où, effectivement, on a un maire qui décide de moins en moins de choses, mais qui a encore la proximité avec les gens. Donc, les gens vont voir le maire quand il y a un problème. Et le maire est un peu là à se dire, mais ça, tu vois, je dois aller voir le préfet, je sais pas le faire. On a eu ça aussi pendant le Covid, où plein de maires de communes rurales ont dit, bon, bah, c'est un peu absurde, quoi, d'appliquer les mêmes règles dans une commune de 100 habitants que dans un arrondissement de Paris, quoi. Et on aurait dû pouvoir adapter. Donc oui, c'est vrai, si on part du principe qu'on peut tout changer par le bas, bah, ça va être une grande source de frustration parce qu'en France, le bas a très peu de pouvoir. Je discutais même avec un élu local il y a quelques temps, donc dans une commune un petit peu plus grande, donc qui lui est adjoint dans cette commune et qui me disait, mais en fait j'ai la sensation que ce que veut le pouvoir aujourd'hui, c'est faire disparaître les petites communes rurales au profit de grandes communautés de communes et que du coup on forme un ensemble et que ce soit beaucoup plus facile à piloter par le haut. Est-ce que ça Oui, pourrait ça, être une des dérives? ouais. Ouais. Non, ça, je suis assez d'accord avec ça. Et on voit, par exemple, sur des compétences qui ont été transférées, comme la compétence eau, que l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des grands regroupements avec, au sein de ces grands regroupements, une grande ville qui pilote. Et souvent, cette grande ville, elle est aux mains d'élus nationaux, en fait. Les élus qui font de la politique nationale se présentent dans les grandes villes. Et oui, on a de moins en moins de possibilités d'influencer. Le pouvoir est loin de nous politiquement, en termes de ce qu'on peut faire et géographiquement. Il s'éloigne beaucoup de nous. Il part dans des grandes villes, mais il s'exerce de moins en moins proche des gens. Et c'est ce qui explique pourquoi on a des pans entiers du territoire qui ont zéro poids
les décisions nationales. Les communes rurales, moi voilà, je viens d'Ardèche, il y a plus d'hôpitaux, il y a plus de transports en commun, les postes ferment, les écoles, il faut se battre pour les garder. Enfin voilà, on sent très bien qu'on n'est pas parmi les communes qui reçoivent le plus de financement public et le plus d'attention de l'État, c'est clair. Ouais. Pour autant, c'est là aussi où, bah, du coup, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais moi qui suis dans le domaine culturel, on voit tout un tas d'appels à projets qui circulent sur développer des projets en ruralité, etc. Et donc, pour le coup, alors pendant un petit moment, moi, j'ai été très contre le système. Je voulais pas rentrer dedans, etc. Et puis en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des volontés politiques, il y a des qui sont portées par le haut. Et du coup, le fait de rentrer là-dedans, bah, ça permet aussi de dire, bah voilà, peut-être que du coup, prenons du pouvoir là où il y en a. Si on me donne la possibilité de monter des projets culturels en ruralité, bah, je vais y aller, je vais faire du mieux que je peux. Et peut-être que petit à petit, ça permettra de faire contre-pouvoir tout en utilisant les outils que me donne le système. Et du coup, il y a quand même, même si d'un côté, en fait, ils privent la ruralité de certains moyens, mais d'un autre côté, en fait, ils donnent des sous. Alors, c'est toujours très ambivalent. De toute façon, c'est un peu le en même temps macronien, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a plus de pouvoir pour les élus, mais d'un autre côté, on va quand même dire que c'est la priorité d'aller créer du service en milieu rural. Ouais, alors là-dessus, je sais pas, je suis moins optimiste parce que voilà, comme vous le dites vous-même, quoi, on est dépendant d'un geste du prince et on est dépendant de recevoir de l'argent du président, du central. Et le jour où vous faites un projet qui déplaît, bah en fait cet argent il s'en va. C'est-à-dire, c'est pas, il faut bien être conscient que ces espaces-là sont des espaces qui peuvent se refermer très très vite. Et Là-dessus, je suis l'énergie. complètement d'accord, excusez-moi, mais ouais, non, c'est juste pour dire, le propos, il était pas là, parce que là-dessus, je suis convaincu, je me bats justement contre ça depuis des années. Là, la question, c'était plus de dire, profitons du fait qu'ils aient besoin de nous, en fait, tout en ayant conscience que certes, ça va pas durer, mais en attendant, pour l'instant, le rapport de force, il est en ma faveur, parce que c'est eux qui ont besoin de moi, parce qu'ils ont envie de développer des choses en milieu rural. Moi, j'ai les moyens de le faire, et donc, du coup, je vais y aller tant que eux, ils ont besoin de moi. Je vais profiter de ce que je peux profiter. Et du coup, à un moment, peut-être que certes, ils en ont plus besoin, mais si moi, en attendant, je continue à travailler sur mon modèle économique pour être de plus en plus indépendant, du coup, je vais continuer à maintenir le rapport de force. Et Hmm. du coup, la question, elle était plus là. C'est comment est-ce que du coup, on arrive à trouver cet équilibre-là? Je sais, comment dire, comme vous le dites vous-même, quoi. C'est-à-dire, je suis pas persuadée que dans le cas d'espèce, le rapport de force vous soit très favorable parce que vous n'avez pas le pouvoir de décision. Donc, comme vous le dites, il faut pouvoir mettre des projets. Moi, je trouve ça très chouette l'idée de dire, bah, quand il y a des financements, prenons-les pour faire des choses qui aussi permettent de faire vivre d'autres projets. Moi, je trouve ça c'est chouette d'utiliser tous les espaces possibles. Mais il faut pas se leurrer que, en fait, ces espaces peuvent se refermer d'un jour à l'autre et que, comme vous le dites, quoi, il faut arriver à avoir de l'indépendance financière pour après pouvoir décider. Moi, j'ai quand même, je pense que la séquence politique a montré depuis, on va dire, plusieurs années, mais je pense qu'il y a eu quand même une rupture avec le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est que Emmanuel Macron gouverne contre les gens. Il a le soutien d'une majorité de personnes qui est stable et il gouverne contre. C'est-à-dire, il passe en force en permanence. Donc, il n'a pas besoin nécessairement des gens. Là, on a vu un peu de changement sur le deuxième mandat parce qu'il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Donc, ça l'oblige à aussi aller chercher des alliés ailleurs. Mais on a vraiment quelqu'un qui passe en force, passe au-dessus, malgré, et on a plein d'exemples de ça. Hein. Sur les retraites, il n'a pas eu besoin de l'assentiment populaire. Il est passé quand même. Donc, je pense qu'il faut être vigilant quand on s'engage dans des stratégies comme ça. Elles sont, encore une fois, hein, moi, je les trouve très légitimes, mais il faut être conscient que quand on n'a pas le pouvoir de décision, ben, ces espaces-là peuvent se refermer très, très vite et très brutalement. Ouais. Pourtant, à l'échelle locale, j'ai l'impression que c'est les seuls qu'on ait. Parce que si les élus n'ont plus de pouvoir, en fait, et même par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, si à l'échelle locale, il y a quasiment plus de possibilités et qu'à l'échelle nationale, on peut très difficilement faire bouger les choses parce qu'en fait, ça tient au fait qu'un candidat démocrate puisse s'emparer du RIC ou pas, en fait, on est pieds et poings liés. Et donc, Ben, ouais, je suis un peu plus positive que vous là-dessus parce que nous, l'expérience qu'on a faite au niveau national, alors il y a aussi un enjeu de dire on a tous une énergie limitée, du temps limité. Certains s'occupent de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs enfants. Donc moi, j'aime bien me dire toujours je priorise l'endroit où
potentielle percée va avoir le plus d'impact. Nous, quand on s'est lancé dans la campagne, la candidature à la candidature d'Espoiric, tout le monde nous disait mais ça sert à rien, ça va vous ramener. Même dans les mouvements du RIC, il y avait beaucoup de scepticisme, quoi. À quoi ça sert de monter une élection aussi verrouillée? Et nous, notre stratégie a été très claire. On voulait pas faire de l'éducation pour les gens, on voulait faire de l'éducation pour les élus et les médias. On voulait être là pour être un peu le poil, le caillou qui dérange dans la chaussure, quoi. Ceux qui et ça a marché quand même pas si mal parce qu'on a eu des candidats qui ont vraiment repris cette proposition de RIC constituant, qui se sont sentis obligés de le faire parce qu'ils se disaient mince, il y a quand même un parti qui est là et qui grossit et qui prend des voix. Et dans l'après-campagne, on a eu plus d'ouverture auprès des élus nationaux qu'on en avait par le passé. Donc à chaque fois, on grignote un petit peu. Je veux dire, le niveau national, il n'est pas, faut bien comprendre, il n'est pas monolithique. En fait, dans chaque parti, il y a des gens qui sont soit des perdants parce qu'ils sont des élus qui pèsent pas grand-chose, et ceux-là, ils sont attrapables, quoi, parce que ils se rendent compte aussi qu'aujourd'hui, dans un système où le pouvoir s'est très concentré, ben, on va dire l'écart qui sépare un président de la République d'un député d'opposition est plus grand que celui qui sépare un député d'opposition d'un citoyen. Les deux se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas un pouvoir très très grand. Et ça, je crois qu'il y a une reconnaissance de ça, et ce qui permet, voilà, nous, on a cette petite stratégie de mettre des pétitions sur le site de l'Assemblée nationale pour faire parler du RIC constituant. Et voilà, et pour la première fois, on a eu un député qui l'a soumise. C'est François Coulombe de la France Insoumise à Chambéry, qui a repris la proposition de loi, l'a déposée dans sa niche parlementaire parce que voilà, il a été aussi pressurisé par des gens qui étaient convaincus et il a fini par l'être aussi. Donc je pense qu'il faut bien mesurer que c'est pas monolithique et que au niveau national, c'est sûr que c'est dur, mais si on fait une percée, les effets sont majeurs, bien plus majeurs qu'au niveau local, comme on le disait. Oui. Ça dépend aussi du député ou de la députée que vous avez sur votre circonscription, j'imagine. Parce que nous, très Oui, clairement, on avait Aurore Berger. Je bah pense oui, que non, là, ça sert on à rien. n'aurait pas eu la... Ah non, si vous avez un député de la majorité, c'est compliqué. Parce que eux, pour le coup, sont contre enfin, ne veulent même pas en parler. Donc oui, l'énergie. Mais bon, il y a d'autres députés à aller chercher. Et puis voilà. Est-ce que vous pourriez vous unir, en tout cas travailler en partenariat avec un mouvement souverainiste pour, par exemple, pour les prochaines élections? Moi, ça dépend vraiment. Je pense qu'il y a un vrai malentendu sur le mot de souverainisme. Parce que beaucoup de partis l'emploient et aujourd'hui, dans la nébuleuse politique, il veut dire deux choses. D'ailleurs, pour la revue de Rémi du Juste Milieu, Le Banquet, on avait écrit avec Raoul un papier justement sur souverainisme, attention aux faux amis. Il y a ceux qui pensent qu'il faut regagner la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'idée de dire il faut rendre à la France sa souveraineté. Mais la France ne l'a jamais perdue, hein. Et ça, je pense que c'est important à souligner. Souvent, il y a une vraie méconnaissance et les élections européennes approchent. Bon, méconnaissance qui est aussi alimentée par les élus et par les médias qui disent absolument n'importe quoi sur ce sujet. Mais le texte de loi le plus important au sommet de la hiérarchie des normes, c'est la Constitution française. Personne n'a contraint la France d'aligner sa Constitution avec les traités européens avec un pistolet sur la France. La France est souveraine. Et qui contrôle la Constitution? C'est le gouvernement français. Le gouvernement prend des décisions, personne ne le contraint, personne ne l'oblige à prendre des décisions sur ce point. Si on veut pas, notre Constitution est au-dessus, si on veut pas aligner la Constitution avec le droit européen, on peut ne pas le faire. Les Polonais l'ont pas fait. Il y a eu beaucoup de discours de l'Union européenne, mais rien ne s'est passé. Donc ça, c'est important. Nous, on s'alliera avec tous ceux qui font de leur première mesure la souveraineté populaire, c'est-à-dire l'idée de donner la souveraineté aux citoyens. Et aujourd'hui, moi, je connais qu'une seule manière de le faire, c'est en leur donnant le RIC constituant. Donc la seule condition, moi, toujours les alliances au sein d'Espoiric, elles sont déterminées par ça, c'est mettre en tout premier, en mesure principale et prendre des engagements crédibles sur la question de la souveraineté populaire comme mesure numéro un, prioritaire, première mesure mise en place, convoquer un référendum sur la mise en place du RIC constituant. Après, tous ceux qui font des propositions pas claires disent oui, le RIC c'est bien, mais autre chose aussi, le RIC constituant c'est bien, mais autre chose aussi, oui, on verra, ou c'est pas du tout précis comment ils veulent le faire. Bon, bah, moi, ça me refroidit, quoi. Je m'allie, mes alliés politiques sont ceux qui sont dans ce camp-là. Ouais.
Ah ouais, alors sur le papier, effectivement, peut-être que la souveraineté est encore là. Pourtant, dans les faits, vous parliez tout à l'heure de la réforme des retraites. C'est vrai qu'on voit que, bah, en tout cas, pour notre président actuel, il y a un alignement total sur les valeurs européennes. Peut-être que sur le papier, on a encore un pouvoir de décision. N'empêche que bah, les personnes qui sont censées nous représenter ne représentent qu'elles-mêmes, voire des intérêts plus hauts au niveau de l'Union européenne. Donc quand Oui, même. mais là, il faut bien comprendre que c'est pas un problème que la France ne décide pas. C'est un problème que les citoyens en France ne décident pas des politiques de retraite. Personne, encore une fois, n'a contraint Emmanuel Macron à prendre la politique qu'il a. Il était très content de la faire. Et il l'a fait au nom du peuple français, même si le peuple français disait non, non, nous, on ne veut pas ça, mais on n'a aucun moyen de décider là-dessus. Donc nous n'avons pas la main sur les décisions les plus importantes de notre pays. Et l'effet de ça, c'est que les décisions qui sont prises, notamment au niveau européen, reflètent les préférences du gouvernement, mais pas les nôtres. Et il y a d'autres pays où c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les citoyens votent les traités européens par référendum. En Irlande, au Danemark, le peuple danois et le peuple irlandais est beaucoup plus écouté par l'Union européenne parce qu'à chaque fois qu'il faut signer un nouveau traité, il faut faire voter. Et si vous perdez un référendum, eh bien, il faut satisfaire les demandes des Danois et des Irlandais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Irlandais ont le plus de ce qu'on appelle des options de sortie. La France en a assez peu. C'est-à-dire, ils ont plein de clauses dérogatoires. Et c'est aussi le peuple en Europe qui est le plus satisfait du fonctionnement de l'Union européenne parce que c'est celui qui l'a taillé un peu à la mesure de ce qu'il souhaitait, quoi. Donc, je crois que c'est important sur ces sujets, c'est toujours se dire quand on a un problème, si le diagnostic des causes est mauvais, la solution sera mauvaise. Et aujourd'hui, les élections européennes approchent. Si le diagnostic de la cause, c'est que la France n'est pas souveraine, la solution sera mauvaise parce qu'elle ne répond pas au problème. Le diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, en France, nous, citoyens, nous ne sommes pas souverains, donc on ne décide de rien. Et on n'a aucun moyen de contrôler, comme vous le disiez, l'action de nos représentants. On n'a rien, en fait. On peut aller dans la rue, mais on l'a bien vu, s'ils ne veulent pas écouter, ils n'écouteront pas. Du coup, l'idée d'une souveraineté nationale, c'est quoi? En fait, ça tient à rien en fait. Enfin, je veux dire, dans ce que vous dites sur la différence entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale, si on part de ce principe-là, les personnes qui défendent la souveraineté nationale, en fait, c'est un écran de fumée. Oui, je dirais ça. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a des gens, moi, j'aime croire que les gens sont sincères. Je pense pas qu'il y a nécessairement, c'est des gens qui manipulent, c'est des gens qui sont mal informés et ont été mal informés. Parce que il faut aussi voir que nos gouvernants sèment un peu la pagaille, parce que quand ils prennent des politiques impopulaires, ils disent c'est pas moi, c'est Bruxelles. Parce qu'ils veulent absolument éviter de faire face au coût de ça. Et ça, on joue ce jeu-là depuis la création de l'Union européenne. Dès qu'on prend une politique qui est impopulaire, mais qu'on est bien content de prendre, on dit ah, je suis désolé, c'est Bruxelles qui m'a contraint. Ben non, en fait, il n'y a rien qui contraint. Donc, sur ce sujet-là, je pense que c'est important de rétablir des faits et de dire non, en fait, nos gouvernants n'ont pas été forcés, ils ont pris des décisions à Bruxelles qui correspondaient à leur intérêt et qui ne correspondaient pas aux nôtres. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'ils prennent des décisions qui correspondent à notre intérêt. Et pour ça, il faut qu'on puisse les mettre sous la menace permanente que s'ils font pas, si les décisions qu'ils prennent ne reflètent pas le souhait de la majorité, alors ils font face à une sanction et une sanction dans le référendum. Quelle est la position d'Espoir Ric sur les élections européennes? Ah, nous, on a, sur les élections européennes, moi, j'ai commencé, la première expérience de candidature que j'avais eue, on avait fait une liste qui était toute petite, qui s'appelait le Mouvement d'initiative citoyenne, qui s'était présenté aux européennes. Et l'idée qu'on voulait défendre, c'était de dire, il faut décider en matière européenne. Nous, ce qu'on s'était dit avec Espoir X, c'était qu'on allait aux élections européennes si on était capable de faire alliance avec d'autres mouvements en Europe qui défendent l'idée de dire, il faut restaurer la souveraineté populaire. Il faut qu'en matière européenne, les peuples européens décident. C'est fini maintenant. L'idée que l'union, il faut le faire contre les peuples parce que les peuples font n'importe quoi. C'était ça un peu le projet initial. C'était une grande défiance à l'égard de la démocratie. Donc, on voulait le faire. Ça s'est pas mis en place. Moi, je trouve que le Parlement européen a très peu de pouvoir. Très peu, hein. Très, très peu. Il a des pouvoirs budgétaires, il a le pouvoir d'auditionner et de rejeter des commissaires, puis un peu un pouvoir de faire des commissions d'enquête, qui parfois, d'ailleurs, mettent au jour des dysfonctionnements. Mais l'acteur le plus puissant,
c'est le Conseil européen, c'est les chefs de gouvernement. Donc nous, on n'est pas allé, si vous voulez, aux élections européennes parce que il n'y avait pas d'alliance au niveau européen, donc on n'aurait pas pu. Et puis c'est pas quand même l'endroit le plus, on va dire, qui nous ramène le plus de pouvoir. Ça c'est clair. On approche de la fin de cet entretien. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez? Moi, j'instaurerais un référendum sur le RIC constituant en France. Si j'avais une baguette magique, je le lancerais, ce référendum, pour que les gens puissent enfin décider s'ils le veulent, ce que je subodore fortement, et enfin qu'on déverrouille, quoi. Parce qu'une petite mesure peut vraiment changer beaucoup, beaucoup la vie. Eh ben, merci beaucoup, Clara. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce podcast et à bientôt. Merci Alex, à bientôt à vous. C'est la fin de cet épisode. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'ai trouvé l'échange incroyable. Voici les 3 points clés que j'en retiens. Tout d'abord, le référendum d'initiative citoyenne donne aux citoyens le droit de proposer des lois et de les voter, en récoltant un nombre convenu de signatures et en soumettant la proposition à référendum. En France, ce droit est aujourd'hui une prérogative du gouvernement et du Parlement. Le collectif Espoir RIC, dont Clara s'est faite la porte-parole, défend l'idée selon laquelle la répartition du pouvoir entre les citoyens prime sur l'éducation populaire. Pour que les gens s'éduquent, il faut qu'ils décident, et non l'inverse, sinon cela ne ferait que retarder l'échéance démocratique à un éternel lendemain. L'objectif d'Espoir RIC n'est pas tellement de convaincre les citoyens, Clara nous dit que 73% de la population est déjà convaincue, mais d'éduquer les élus, ou futurs élus, sur cette question, et d'utiliser la séquence électorale pour montrer que d'autres projets sont possibles. Ensuite, j'aime beaucoup l'idée de partir de l'existant et de commencer à modifier les règles du jeu par petites touches. C'est une manière d'apporter du concret très vite, sans risquer de revenir à la case départ. D'ailleurs, comme le dit Clara, c'est par des petits changements que nous avons dérivé vers un système autoritaire. Donc, à l'inverse, ça peut être par des petits pas que nous reprendrons du pouvoir. Clara parle ainsi de déverrouiller la Constitution plutôt que de la changer. Ça pourrait commencer par exemple par redéfinir les fonctions du président de la République. Enfin, le bon équilibre est particulièrement difficile à trouver et à conserver, car nous sommes dans un combat entre un pot de fer et un pot de terre. Si l'on ne veut pas que nos dynamiques soient brisées en cours de route, il est donc nécessaire d'être vigilant. Les municipales de 2026 sont un enjeu majeur car elles tombent juste avant les présidentielles. Une idée pourrait donc être de monter des listes citoyennes dans nos communes. Bien que les maires de petites communes aient aujourd'hui de moins en moins de pouvoir, ce sont eux qui sont à proximité des gens et qui les connaissent. Il ne s'agit pas de faire un RIC local, mais d'utiliser le local pour faire une percée au niveau national. Sur la question des associations, je n'ai pas complètement abouti ma réflexion pendant l'échange avec Clara. Alors, pour aller plus loin, je dirais que la position du pouvoir est très perverse. Il retire des moyens aux petites communes pour les redistribuer à des associations, auxquelles il demande de jouer ce rôle de service public qu'il a lui-même détruit, en finançant ces associations par des appels à projets qui sont beaucoup moins pérennes qu'un financement classique de service public, et peuvent donc être augmentés ou supprimés au gré du vent, créant ainsi des structures beaucoup plus malléables. En termes courants, ça s'appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul. Accepter d'y jouer, c'est accepter d'entrer dans un jeu dangereux. N'empêche que c'est un moyen détourné de garder du pouvoir localement tout en œuvrant parallèlement à la mise en place d'une résistance de fond. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Clara et du collectif Espoir RIC. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.